si vous souffrez de stress, de traumatisme, de surpoids, peut-être même de dépendance et d'addiction, de manque de confiance en vous, d'insomnie ou de phobie, restez bien avec nous car aujourd'hui, nous allons vous parler de la méthode ultime pour venir à bout de toutes sortes de problématiques envahissantes. Cette méthode ultime va nous être présentée par Jean-Michel Duret, qui est l'un des pères de la psychologie énergétique en France. Bonjour Jean-Michel et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Audrey, merci de m'inviter justement. Alors, j'avais à cœur en fait de faire cette interview avec vous, car vous êtes quand même la référence incontournable en EFT, donc Emotional Freedom Technique, donc en France, et vous détenez donc la solution pour toutes les personnes qui butent sur des problématiques de vie qui peuvent être très handicapantes dans leur quotidien. Donc, on a parlé que ce soit des traumas, des peurs, vraiment des phobies, des problématiques émotionnelles, des insomnies. Et ces personnes peuvent peut-être avoir passé des années à essayer toutes sortes de thérapies, mais sans résultat. Et a priori, vous, ce que vous proposez peut venir vraiment à bout de ces problématiques, là où toute autre sorte de thérapie ont échoué. Donc, c'est vraiment ce que vous proposez, c'est j'ai envie de dire, un énorme espoir pour des personnes qui, à force, peuvent peut-être se résigner et se dire bah, j'ai juste à accepter en fait, de vivre avec ma souffrance toute ma vie. Donc, voilà, la première question, est-ce que c'est une fatalité de vivre avec des phobies, des problématiques émotionnelles, un manque de confiance en soi, du poids que l'on n'arrive pas à perdre, des addictions dont on n'arrive pas à se libérer? Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que vraiment la méthode que vous proposez peut arriver à avoir des résultats impressionnants? Alors, clairement non, ce n'est pas une fatalité, mais avant de développer, d'abord je voudrais dire bonjour à Bien tous sûr. et nos auditeurs. Je ne suis pas un des pères de la... Ou alors ça dépend comment on l'écrit. Ouais, j'ai dit l'un des pères en fait. Hier, S, oui, être un des pères. En fait, disons que j'ai croisé la psychologie énergétique et l'EFT clinique dès son arrivée en France. Je pense que je fais partie d'un peu des premiers à m'être formé à ces techniques. J'ai découvert ça d'ailleurs avec pas mal de scepticisme au départ. Et ce qui m'a réellement convaincu, c'est l'efficacité de ces techniques, d'abord sur moi, et ensuite dans mon cabinet sur les patients où j'utilisais à l'époque d'autres méthodes très efficaces et très bien, hein, comme l'hypnose, le MDR, la cohérence cardiaque et tout un tas d'autres choses. Et j'ai fait la découverte de l'EFT. Alors là, ça a été assez bluffant. Donc, presque à mon corps défendant, j'y suis venu. Et puis, ça m'a beaucoup intrigué. Et au départ, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je constatais les résultats assez étranges, assez positifs même, mais sans savoir pourquoi et comment ça marchait. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me former aux États-Unis. Et il y a un moment, il y a eu une bascule où j'ai commencé à me dire, mais oui, il faut absolument porter ça à la connaissance du plus grand nombre. Et donc, c'est vrai que je fais partie des personnes qui œuvrent au développement de la notoriété de ces techniques, mais je ne suis pas le seul. Et en ce qui concerne la technique, comme vous disiez, je ne pense pas qu'il y ait une technique qui soit la panacée, quel que soit le domaine. En fait, c'est une nouvelle technique qui complète d'autres méthodes qui sont aussi efficaces, mais qui apporte des spécificités. Et en fait, c'est un peu ça qu'on va développer dans notre entretien. Dans les avantages aussi, c'est par rapport à d'autres techniques, c'est la capacité à autonomiser les gens. Et ça, c'est vraiment ce qui, moi, dès le départ, a retenu mon attention, c'est-à-dire transmettre un outil à d'autres personnes pour qu'elles puissent après le pratiquer sur elles-mêmes sans avoir ad vitam aeternam besoin d'un coach, d'un thérapeute, en tout cas de quelqu'un pour les aider. Donc c'est ça qui m'a tout de suite vraiment intéressé, outre l'efficacité bien évidemment dont on va reparler. D'accord. Donc, votre question, est-ce que c'est une fatalité de vivre avec des phobies, des addictions, etc. Non, pas du tout. Et donc, il y a déjà des méthodes qui existent sur le marché, si je puis dire, qui montrent leur efficacité. L'EFT, qui est
on va dire, l'outil ou la méthode la plus connue de ce champ qui s'appelle la psychologie énergétique, qui d'ailleurs remonte à la fin des années 70 et au début des années 80. Donc, comme on peut le voir, c'est assez ancien, hein, parce que souvent on nous pose des questions par rapport à l'EMDR. L'EMDR a été découvert et ensuite théorisé par Madame Shapiro. Ça remonte à, je crois, mai 86. Donc 6 ans auparavant, Roger Callahan, qui est un psychologue clinicien, a découvert qu'en stimulant des points, c'est-à-dire des points d'acupuncture, hein, lui était en partie formé à l'époque à la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, il arrivait justement à libérer les patientes, dont une qui s'appelle Mary Ford, qui suivait depuis plus d'1 an, et ayant essayé pas mal de techniques efficaces, hein, les thérapies cognitivo-comportementales, l'hypnose et d'autres méthodes, il n'avait pas de résultats probants avec elle. Et un jour, un peu en désespoir de cause, comme elle se plaint d'un symptôme situé dans son estomac, lui fait un lien avec le méridien de l'estomac et il lui propose de stimuler le point qui est juste sous son œil. Alors, pourquoi il a eu cette intuition, on ne sait pas trop. C'était peut-être un peu en désespoir de cause. Et il constate que sa patiente, non seulement elle se libère du symptôme physique, mais qu'en plus elle se lève, elle court vers la piscine, vers sa piscine, alors qu'il essayait de la faire s'approcher de plus en plus près de sa piscine, ce qui est en fait une méthode classique des thérapies d'exposition. Et bien tout d'un coup, elle part en courant vers la piscine, elle se met à genoux et elle s'asperge le visage. Et alors là, il se dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Et donc, ça lui a donné l'idée de creuser. Pourquoi? De comprendre qu'est-ce qui se passait. Et il a fait appel à d'autres techniques. À l'époque, la kinésiologie appliquée avec George Goodhart, qui était le découvreur de cette méthode, d'ailleurs très peu de temps avant, puisque c'était je crois en 1963. Et en utilisant la kinésiologie appliquée, il a pu faire une corrélation entre certains types de symptômes, par exemple une phobie, et des bugs au niveau de la circulation de l'énergie dans les méridiens, selon la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, il a cartographié à la fois un ensemble de symptômes et un ensemble de blocages dans les méridiens, et il a mis en place ce qu'il a appelé des algorithmes, c'est-à-dire des séquences de stimulation de points d'acupuncture. Donc, par exemple, je vais stimuler 4 points sur mon corps, un là, un là, un là, et puis un là, par exemple. Et c'est dans cet ordre-là qu'il fallait les stimuler, etc. Et donc, ça a été un peu la méthode précurseur qui a ouvert la voie à la psychologie énergétique. Et il y a eu toute une offre, en fait, les gens qui se sont formés avec lui, qui pour la plupart étaient des professionnels de la santé mentale, des psychologues, des coachs, ont ensuite repris sa méthode et puis l'ont teintée, colorée avec leur propre pratique. Et il y en a un qui a eu l'idée de simplifier sa méthode à outrance et qui a créé l'EFT, qui reprend la même stimulation de points, mais en la simplifiant, quoi. Voilà. D'accord. Tout en préservant son efficacité. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et l'intérêt de l'EFT, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup d'algorithmes, c'est-à-dire de séquences de tapping. Il y a une seule séquence, on reprend tous les points, on stimule tous les points et on reste focalisé sur son problème. Donc, l'EFT, puisque c'est son origine, puisque ça découle de la thérapie du champ mental de Callahan, eh bien, est particulièrement bien indiqué pour les troubles anxieux. Donc, dans les troubles anxieux, on va retrouver tout ce qui est bien sûr les phobies, et puis tout ce qui est en lien avec l'anxiété, que ce soit l'anxiété sociale, avec l'anxiété généralisée, avec le stress post-traumatique, etc., etc. Le dénominateur commun des troubles anxieux, c'est l'émotion de peur. C'est vrai que quand on parle, par exemple, des compulsions ou du surpoids, souvent, un des comportements qui découle de certains traumatismes et de ce que ça entraîne, notamment une hypersensibilité à la peur, eh bien, le fait de manger peut calmer cette peur. Et donc, l'approche qu'on va avoir en psychologie énergétique, ça va être pas simplement d'être centré sur le symptôme,
si je parle de la perte de poids, par exemple, on ne va pas être centré sur le fait qu'on mange mal ou on mange trop, ou etc. Alors, bien sûr, on va s'en occuper, mais on va surtout être centré sur ce qui est à la cause de ça. Et c'est là où ça fait une grosse différence. Alors, encore une fois, hein, la psy énergétique et l'EFT, ce n'est pas la seule méthode qui a cette approche. Il y en a beaucoup d'autres. Mais l'intérêt, c'est que ces outils-là sont, une, efficaces, comme vous le disiez, et deux, ils permettent aux gens de travailler eux-mêmes sur eux. D'accord. Mais quand cette cause, elle est inconsciente, comment est-ce que l'EFT la fait remonter à la conscience ou est-ce que ça libère simplement des blocages énergétiques et finalement la conscientisation de la cause des causes est pas forcément nécessaire? Alors, en fait, on s'aperçoit bizarrement que des fois, en travaillant sur un comportement, eh bien, il y a un phénomène inconscient qui se passe. Soit le souvenir émerge, soit il est résolu sans forcément émerger. Et puis, il y a aussi certains cas où là, on ne peut pas tout traiter tout seul et on a effectivement besoin d'un thérapeute. D'accord. Et c'est vrai que la plupart du temps, en tout cas nous, quand on est en séance avec une personne, on essaye de remonter à la source parce que ça va beaucoup plus vite pour traiter le symptôme. D'accord, ok. Et si une personne cherche à s'auto-soigner, parce que c'est aussi un des privilèges en fait de l'EFT, c'est le fait que l'on peut justement se passer, dans la plupart des cas peut-être, de thérapeute. À ce moment-là, est-ce qu'on peut par soi-même arriver à ce dont vous parliez? Alors, on va prendre des exemples pour être plus précis et peut-être plus clair pour les personnes qui nous écoutent. Si on prend un problème de grignotage compulsif, des personnes qui disent moi, j'arrive pas à perdre du poids parce que j'arrête pas de grignoter toute la journée. Soit on s'intéresse au comportement et effectivement, on peut utiliser l'EFT dans ce cas-là pour diminuer le comportement, voire essayer de l'annuler complètement. Mais si on ne fait que ça, on risque d'avoir ce qu'on appelle un déplacement de symptômes. C'est-à-dire que par exemple, la personne, ok, elle va arrêter de grignoter, mais elle va se mettre à fumer. Donc, c'est pas forcément gagnant. Et la bonne méthode, en fait, c'est de travailler à plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, ça peut être le comportemental. Donc, la personne va dire, même si elle va être centrée sur le comportement qui fait qu'elle mange trop. Et puis, on va faire un deuxième travail qui va être lié sur l'origine du comportement. Souvent, c'est un trauma. Et puis, il y a un troisième niveau, et là, c'est quand même une des grandes spécificités de la psychologie énergétique, c'est la prise en compte des blocages inconscients qui maintiennent le comportement. Il y a des interviews qui circulent sur YouTube de Roger Callahan, et il y en a une qui m'avait assez frappé. On lui dit, docteur, parce que c'est un docteur en psychologie, qu'est-ce qui, d'après vous, est le plus important dans tout ce que vous avez amené au champ de la psychologie? Et il dit, sans aucun doute, c'est cette notion d'inversion psychologique. Donc l'inversion psychologique, c'est un terme qui peut paraître un peu barbare, mais qu'on peut traduire par la somme de tous les blocages inconscients à l'atteinte de notre objectif. C'est-à-dire tous les freins inconscients, toutes les bonnes raisons inconscientes de ne pas atteindre l'objectif. Par exemple, mon objectif, c'est de mincir. Et j'ai beau faire tout ce que je veux, tous les régimes de la Terre, ça commence à marcher, puis après, ça bloque. J'ai même eu des patientes qui me disaient, je suis rentrée dans une institution spécialisée sur la minceur. On a commencé à me mettre un régime à 1200 calories et je ne perdais rien. On m'a passé à 800 calories par jour. Donc, c'est 4 feuilles de salade, quoi. Et elle m'a dit, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris du poids. Donc, c'est là qu'on voit vraiment que l'inconscient, il ne veut surtout pas lâcher. Et quand on commence à gratter un petit peu dans l'histoire de vie de la personne et qu'on remonte à la période où elle a commencé à prendre du poids et on se dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Eh bien, avec la personne en question, on s'aperçoit qu'elle a été victime d'une agression. Et puis d'autres, ça va être du harcèlement. En tout cas, une situation difficile. Et l'inconscient vient mettre en place une stratégie pour faire
diminuer la menace. Mettons qu'elle soit victime de harcèlement sexuel, qu'elle ait toujours des réflexions désobligeantes. Avec 20 kilos de plus, ça s'arrête. Donc, c'est une super stratégie du point de vue de l'inconscient, bien évidemment. Alors, après, il y a des problèmes collatéraux évidents. Hein. Donc, la personne, consciemment, elle ne voit que la prise de poids, mais l'inconscient, lui, il se dit, si je relâche les 20 kilos que j'ai pris, tout ça va recommencer. Et évidemment, plus le trauma est violent et souvent, plus la réaction est intense. J'ai accompagné une personne un jour, elle pesait 55 kilos. Elle a été victime d'une première agression dans la rue. Là, il ne s'est rien passé. Elle a gardé à peu près le même poids, mais avec un niveau d'anxiété qui augmentait. Et puis, elle a été victime d'une deuxième agression. Et à partir de ce moment-là, elle est passée de 55 kilos à 180 kilos. Donc, c'est totalement extrême. Ouais. Mais quand on regarde les bonnes raisons inconscientes, eh ben, il y en avait toute une série. Et en fait, la psychologie énergétique, dans la démarche de la psy énergétique, on va identifier ces raisons inconscientes. Et on utilise pour ce faire des outils qui découlent de la kinésiologie et le fameux test du corps. Alors, il y a plein de manières de faire les tests. Hein. Il y en a une assez connue, c'est on met son bras à l'horizontale et le thérapeute ou le coach va exercer une pression sur le bras, calibrer cette pression, et ensuite la personne va dire un certain nombre d'affirmations et on va observer la réaction de son bras. Si c'est vrai, généralement ça tient, et si c'est faux, ça lâche. Et donc ça nous permet d'avoir une sorte de dialogue avec le corps. Et on peut aussi avoir des autotests, c'est-à-dire que la personne toute seule dans son coin peut faire ses propres tests pour voir ses réactions. Alors, il faut évidemment être très neutre pour laisser parler complètement son inconscient, mais on peut arriver à identifier tous ces blocages. Et en fait, même si on ne maîtrise pas bien les tests, eh bien, on peut partir du principe qu'il y a des blocages inconscients. Pourquoi est-ce qu'on va partir de ce principe-là ? C'est que la personne, elle a essayé tout un tas de régimes, elle a vu tout un tas de personnes, de thérapeutes et autres. Elle fait du sport, elle fait tout ce qu'elle fait depuis des années, et malgré tous ses efforts, il n'y a pas de changement dans ses comportements, ou dans son poids, ou dans ses douleurs, ou etc. Eh bien, ça veut dire très clairement qu'il y a une bonne raison inconsciente, voire plusieurs, à surtout pas changer le symptôme, en tout cas ce dont la personne veut se débarrasser. Et là, dans ce cas-là, eh bien, la psy énergétique apporte des réponses qui souvent permettent de débloquer la situation. J'ai même vu en séance des personnes qui viennent, qui sont suivies avec d'autres méthodes généralement très efficaces. Il n'y a pas du tout de résultat. Elles viennent pour identifier qu'est-ce qui peut se passer au niveau inconscient. On identifie ça, on lève ces blocages, elles reprennent le cours de leur thérapie avec d'autres méthodes et ça fonctionne. Et là, ça marche. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et souvent, moi, j'insiste beaucoup là-dessus dans les formations qu'on donne dans mon école qui s'appelle l'IFTEC, c'est que c'est pas une panacée, l'EFT. C'est une très, très bonne technique, mais c'est pas celle qui supplante tout le reste. Très souvent, elle est complémentaire à d'autres. Et si on élargit la façon de concevoir l'EFT avec les apports de la psychologie énergétique, parce que par exemple, le test énergétique, qu'on appelle nous, il n'est pas utilisé en EFT de base, standard. Mais quand on intègre ça dans notre manière de concevoir les choses, souvent, on arrive à trouver une porte dérobée qui était restée inconnue jusqu'alors. Et quand on ouvre cette porte et qu'on va voir ce qui se passe derrière, eh bien, on arrive, alors c'est pas tout le temps non plus, mais assez souvent, à débloquer la situation. D'accord. Donc, je suis assez enthousiasmé par toutes ces techniques. C'est vraiment complètement nouveau, en fait. Ouais. Et par rapport à ce que vous venez de dire, il y a deux questions qui me viennent en fait, quand même assez différentes. Mais par exemple, pour la prise de poids, c'est vrai que l'exemple que vous avez pris est assez logique, est assez clair. C'est sûr que prendre du poids pour mettre à distance les gens, c'est une bonne stratégie inconsciente. Mais par exemple, pareil pour les phobies finalement. Si on s'est fait attaquer par un chien, forcément, on va développer cette phobie. Comme ça, on se tient à l'écart des chiens. Ça me paraît logique aussi. Mais fumer, ça sert à quoi ? Quelle peut être la stratégie en fait inconsciente de préservation avec une addiction comme la cigarette ? Alors, déjà, il faut voir dans quel contexte la personne a commencé à fumer.
Elle pouvait être très seule à ce moment-là, exclue d'un groupe. Donc, je fume pour faire comme les grands, pour faire comme les autres et m'inclure dans le groupe. Ça peut être D'accord. ça qui est à l'origine. Mm. Et au début, d'ailleurs, quand on commence à fumer, personne n'y prend du plaisir. Il faut apprendre à fumer. C'est ça qui est dingue. Il faut fumer pendant un certain temps pour arriver à dépasser cette espèce de dégoût naturel que le fait que le corps rejette tout ça, pour après commencer à rentrer effectivement dans une addiction, prendre un geste. Mais là, l'addiction, c'est un pompier. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les pompiers, c'est des comportements qui vont se manifester au moment où on commence à ressentir une détresse, où notre capacité naturelle d'adulte à gérer le problème est complètement dépassée. Et là, on fait appel aux pompiers qui viennent nous aider. Donc, si on se centre uniquement sur le pompier, eh bien, c'est comme si on avait un vrai pompier en train d'essayer d'éteindre un incendie et on lui met des menottes. Donc, généralement, c'est ce qui fait que ça flambe. On va arrêter de fumer, en l'occurrence, ou autre chose, pendant un certain temps, mais le niveau de détresse ou d'anxiété va augmenter, lié à l'arrêt de l'addiction, jusqu'à un point où ça devient intenable, et là, patatras, qu'on recommence, et on recommence encore plus. Donc, dans un problème, par exemple, comme le tabac, on va travailler à la fois sur les aspects cognitifs, sur les aspects comportementaux, et on va aller aussi observer ce qu'il y a éventuellement à l'origine. Alors peut-être qu'il n'y a pas de trauma à l'origine, donc dans ce cas-là, on ne s'intéressera pas trop à cette partie, mais il y aura certainement des raisons, là aussi inconscientes, à maintenir le comportement. Quand on fait le test, j'ai envie d'arrêter, j'ai au moins une bonne raison pour continuer à fumer, et que le bras tient, on se dit, ah tiens, là on passe sur, on va voir s'il y en a une deuxième, oui, et on peut éventuellement s'apercevoir que pour l'inconscient, fumer égale se protéger. D'accord. Fumer, ça peut être un signe de loyauté par rapport à un groupe ou etc., etc. Fumer, ça peut être montrer aussi qu'on a vécu des choses difficiles, etc. C'est ce qu'on appelle les inversions psychologiques. Et d'ailleurs, moi, avant de connaître le FT, j'utilisais exclusivement l'hypnose pour aider les personnes à arrêter de fumer, ce qui est une très très bonne méthode. Et ce que j'ai pu observer, c'est que déjà, rien qu'avec l'hypnose, on a des résultats étonnants. Mais quand on rajoute juste la prise en compte de ces inversions psychologiques et qu'on continue à utiliser l'hypnose plutôt que l'EFT, par exemple, eh bien, on augmente considérablement encore ses chances de succès. Wow, c'est super. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est vraiment très, très compatible, toutes ces là, et il faut juste bien comprendre ce qui se passe et surtout pas les opposer. Et EFT hypnose, par exemple, c'est vraiment un tandem idéal, comme EFT méditation ou EFT auto-hypnose. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment très complémentaire. Donc, j'invite vraiment les gens à ne pas se résigner, même si ça fait des années qu'ils essayent tout un tas de thérapies et malheureusement sans succès. Donc, j'adore votre explication. Merci beaucoup. Et donc, en fait, la deuxième partie de ma question, c'était est-ce que ça peut fonctionner également sur des allergies, des intolérances alimentaires ou même sur des nouvelles maladies comme par exemple la fibromyalgie, parce que tout à l'heure vous parliez de douleur. Est-ce que c'est des bénéfices secondaires aussi? Est-ce qu'on développe des allergies, des intolérances ou des maladies douloureuses parce que finalement il y a un bénéfice secondaire derrière et que c'est une stratégie inconsciente de protection? Alors oui, très bonne question. Donc il y en a deux. D'un côté, on a les douleurs chroniques, algodystrophie, fibromyalgie, etc. Et de l'autre, les allergies. Alors, les allergies, dans notre école, on a une journée de formation qui est justement consacrée à la prise en charge des allergies. Donc l'accompagnement émotionnel des personnes qui souffrent d'allergies. Et on fait intervenir un médecin qui est allergologue et immunologue, qui a son cabinet à Genève, il s'appelle Marc Gilles, qui lui, depuis qu'il s'est formé aux approches énergétiques et notamment à l'utilisation du test énergétique, systématiquement,
quand il a des patients, il fait un premier test pour savoir si l'allergie, elle est d'ordre physiologique, d'ordre émotionnel ou d'ordre spirituel, transgénérationnel. Et en fait, en fonction de ce qu'il retrouve, si c'est d'ordre physiologique, il va utiliser l'arsenal habituel donc de la désensibilisation avec des succès très forts. Mais si l'allergie est d'origine émotionnelle, dans ce cas-là, ce qu'il constate, c'est que ça marche beaucoup moins, voire pas du tout. Et donc, c'est là où il va intégrer des techniques énergétiques. Donc, on va faire la distinction déjà entre ces types d'allergies. Et quand c'est clairement une allergie émotionnelle, alors là, les chances de succès sont vraiment très, très élevées. Je vais vous donner 2 exemples. Une personne qui vient parce qu'elle a vraiment des rhumes des foins hyper invalidants. Et en fait, dans la séance, alors qu'elle a testé, elle a fait beaucoup de thérapies, bien sûr, tout ce qui était offert par la médecine allopathique, et sans succès. Et on trouve dans la séance que l'origine de son allergie coïncide avec l'annonce du divorce de ses parents. Et en fait, elle était très jeune, c'était le printemps, et ses parents lui ont dit « écoute, voilà, on se sépare, alors à toi de choisir, tu viens avec papa ou tu viens avec maman ». Et évidemment que c'est un choix qui submerge complètement l'enfant, qui a généré des émotions extrêmement fortes. Et à ce moment-là, il y a un encodage qui se fait entre tout ce que la personne voit, entend, ressent, sent, goûte, etc. Et donc là, on est parti du principe qu'il y avait peut-être eu en fait un lien entre les graminées qui étaient en circulation puisqu'ils étaient à la campagne et l'état émotionnel interne et qu'il y a une association qui s'est créée. Et c'est comme si le corps se défend contre une substance qu'il a à tort codée comme dangereuse. Eh bien, on a travaillé sur le trauma uniquement là-dessus et son allergie a disparu. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines, des centaines. Moi, je discute souvent avec des stagiaires qu'on forme et qui nous racontent exactement la même chose. Et le deuxième exemple, c'était encore pire. Et là, j'étais vraiment scotché. C'est une personne qui dit j'ai 80. Enfin, non, elle a été allergique à tout ce qui est les fruits et les légumes. Donc, ce qu'elle peut manger, c'est des pâtes, du riz et des patates, en plus de la viande. Ouais. Donc, non seulement c'est triste, mais évidemment, elle se retrouve au bout d'un certain temps complètement en surpoids. Et en carence, en plus. Bien sûr, en plus. Et donc, ce qu'on a identifié pareil, c'est la source du trauma. En séance, tous les deux, on a dû faire 2 séances. C'est vu 2 fois. Et je lui ai donné le protocole qu'on utilise justement spécialement pour les allergies. Donc, ce qui fait qu'elle a pu continuer à travailler chez elle. Et elle m'a dit qu'elle s'était libérée de 80 allergies alimentaires. Waouh! Et donc, quand je l'ai revue, j'ai eu l'occasion dans un séminaire de déjeuner en face d'elle, eh bien, elle mangeait de tout. Donc, voilà, ça c'est quand même très très intéressant parce que les médecins ou les allergologues, souvent ils sont démunis. Il y a des patients avec lesquels ça ne marche pas et ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Donc voilà, ça peut être très complémentaire dans ces cas-là. D'accord, super. Donc, pour les allergies, donc ouais. Oui, c'est possible de se libérer d'allergies avec notre approche, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de soigner les allergies, d'ailleurs c'est réservé aux médecins, mais c'est un accompagnement psychologique sur le trauma qui pourrait être à l'origine. Je parle toujours au conditionnel. On n'en sait rien. Chaque cas est unique, ouais. Exactement. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, et tout ce qui intéresse nos patients, c'est se libérer de leur truc. Peu importe, voilà, on part avec un angle de vision, une manière de conceptualiser le problème, et puis on remonte sur le trauma, on libère la personne de la charge émotionnelle liée à l'événement douloureux qu'elle a vécu, et après ça, on regarde ce qui se passe. Et bien sûr, l'allergie disparaît. Et pour les douleurs chroniques, c'est exactement pareil. Quand on parle de fibromyalgie,
on va trouver souvent deux émotions. Une émotion de colère et une émotion de culpabilité. Et donc, on cherche un peu les événements qui auraient dû déclencher de la colère. Souvent, les gens disent non, 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 je ne me suis jamais mis en colère, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu qui fait que, et qui aurait dû déclencher de la colère, par exemple, ou qui pourrait déclencher de la culpabilité et que la personne, quelque part, a un peu nié. Si vous allez sur le site de la Fédération française des fibromyalgiques, je crois qu'il donne, il faudrait que je revérifie, mais je crois bien qu'il donne des chiffres sur le pourcentage de trauma, et notamment de trauma sexuel qu'il y a derrière ces maladies chroniques liées à des douleurs chroniques comme la fibromyalgie. C'est très, très élevé. Wow. Ok, donc une bonne piste pour les personnes. Ouais. Par exemple, dans l'approche de la fibromyalgie et des douleurs chroniques, on va d'abord prendre en compte les inversions psychologiques, c'est les bonnes raisons inconscientes de maintenir. Et souvent, on va trouver l'injustice. C'est comme si la personne, elle maintenait ses symptômes, ses douleurs, pour montrer à quel point on lui a fait du mal. Donc, quand on explique ça, c'est un peu compliqué, parce qu'on se dit, mais attends, comment ça j'ai eu des cas extrêmes de personnes qui... Il y a un homme, c'est une femme, un homme dans le cadre professionnel lui fait vivre une injustice du type harcèlement moral. Elle, pour le punir, elle se déclenche une maladie ou une douleur. Et elle maintient ça. Mais évidemment, comme c'est inconscient, elle ne se rend pas du tout compte. Et quand on fait cette prise de conscience, tout en traitant toutes les principales injustices qu'elle a vécues, ça lâche, ça se libère. Donc c'est vraiment très intéressant. En tout cas, pour les personnes qui se disent, qui baissent les bras et qui se disent bah, j'ai tout essayé et il n'y a rien qui fonctionne. D'abord, il faut se rappeler que dans le domaine thérapeutique, il y a à peu près 400 méthodes référencées. Donc avant de dire j'ai tout essayé, j'ai essayé 2-3 choses. Donc, voilà, on a tendance à généraliser et en plus, on a tendance à penser que à croire que nos pensées sont des faits. Ce n'est pas le cas. Et quand on commence à explorer l'inconscient, alors là, on se dit, waouh. Mais c'est intéressant de faire quand même cette démarche. Alors, on peut faire une partie de la démarche tout seul et il y a plein de gens qui se libèrent de manière étonnante de leurs problèmes. Et puis d'autres qui vont avoir besoin d'être accompagnés. D'accord. Au début, dans la première version de mon site internet, j'avais mis un ensemble de vidéos pour expliquer aux gens comment pratiquer l'EFT sur soi. Et un jour, je reçois un email d'une personne qui me dit écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas pourquoi vous avez mis tout ça à disposition gratuitement, mais je voudrais quand même vous faire un témoignage. Ça fait des années que je souffre, alors j'ai oublié le mot, mais le fait d'avoir une hyper-sudation des mains. Et c'est extrêmement gênant, parce que du coup, le stress va déclencher ça. Donc, par exemple, le stress en sécurité sociale, donc on ne va pas serrer la main de la personne, parce que sinon, il va sentir que ça dégouline. Carrément, c'est visible. Donc, les gens, ils ont des stratégies, ils mettent des gants, ou ils disent non, je ne peux pas, je me suis fait... etc. C'est hyper gênant. Et ce monsieur avait déjà fait plusieurs thérapies au long cours et sans rien changer. Et en fait, il s'est mis à pratiquer l'EFT directement sur le symptôme. Très probablement que ça l'a reconnecté avec des souvenirs de situations qu'il avait vécues et il s'est libéré de tout ça en quelques séances de manière autonome. Donc c'est pour ça. Moi, je dis souvent, c'est tellement facile à faire. Vous avez besoin de personne, autant essayer, quoi. Bah justement, en fait, vous avez une proposition, donc vous avez mis en place aussi pour les personnes que ça intéresserait de s'auto-soigner ou même d'apprendre cette technique pour pouvoir prendre soin de leur entourage. Vous avez conçu un programme en ligne sur ces questions-là, donc si peut-être vous voulez nous en parler. Et après, nous parlerons aussi de quelque chose de plus spécifique vraiment pour les personnes qui cherchent à mincir absolument et qui n'y arrivent pas. On a un petit cadeau pour vous à la fin. Ok, donc le programme que j'ai conçu c'est en fait comment bien aborder le travail en EFT.
Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent librement sur Internet où on aurait tendance à croire qu'il suffit de se centrer sur le symptôme, sur, voilà, par exemple, l'exemple à ne pas suivre, c'est je suis stressé, et je suis un peu stressé comme ça tout le temps, et donc je vais faire des stimulations sur moi, et je vais dire, par exemple, même si je suis stressé, je vais accepter que je suis. Bon, ça, on rentrera éventuellement dans le détail de la technique, mais peu importe. Restons plus généraux. La personne donc stimule des points d'acupuncture sur elle, tout en restant concentrée sur un état qui, somme toute, est général. Le paradoxe, c'est que dans l'instant présent, elle va sentir une amélioration. Parce qu'en fait, la stimulation des points va jouer sur la partie du système nerveux autonome qui calme le corps et l'esprit. Donc, je stimule les points, je me calme, retour au calme. Et là, je vais sentir un mieux-être dans l'instant. Mais est-ce que pour autant, mon état de stress va changer? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas débloqué des situations précises qui se sont passées il y a X années et qui sont les responsables, les causes de mes comportements un peu excessifs dans des situations qui sont normales. Donc, ce qu'on apprend dans ce fameux programme, c'est justement cette démarche intellectuelle qu'il faut avoir. D'abord, on va faire une séance de FT avec un objectif précis. Et cet objectif précis, c'est pas « ah ben je veux aller mieux ». Parce que je veux aller mieux, comment ça se mesure ça? Ça se mesure difficilement. Donc, du coup, on les incite à se poser la question, de se dire « ok, quand vous irez mieux, qu'est-ce que vous ferez que vous ne faites pas? Ou qu'est-ce que vous ne ferez plus que vous faites ?» Donc, il y a cet accompagnement-là qui fait que, par exemple, plutôt que de dire je voudrais aller mieux, eh bien, c'est par exemple, je voudrais être capable de lancer un programme sur Internet et d'arrêter d'être complètement en panique devant la caméra. Quand j'ouvre mon ordinateur et que je vois le petit truc, la petite diode verte, là, ça y est, panique à bord, je ne peux plus en sortir une, etc. Si je pratique le FT en me disant, même si je n'arrive pas à parler dans mon ordinateur, etc., peut-être que j'aurai une amélioration. Et même, des fois, peut-être que ça peut marcher complètement pour me libérer. Mais c'est encore mieux si je me pose la question de qu'est-ce qui se joue quand je suis devant mon ordi et que je vois ce petit point vert en haut de mon écran. Et très probablement, c'est des pensées qui vont être des pensées anxieuses, comme du style « oui, mais ils vont me juger »,« oui, mais ils vont dire que ma chemise, elle est mal repassée »,« oui, mais ils vont dire que ma coupe de cheveux, c'est n'importe quoi », etc., etc. Et ça, ok, c'est des pensées anxieuses, on peut aussi les travailler, bien sûr, mais ça vient d'où? Ça vient de la peur du jugement. Alors, on va remonter encore dans le temps pour aller chercher d'où ça vient. Quand est-ce que j'ai été jugé et que ça m'a fait mal? Et très souvent, on va retrouver ça. C'est-à-dire des événements d'enfance ou précoces qui se sont passés, où j'en ai tiré un enseignement. Et comme cet enseignement s'est répété, c'est devenu des schémas. Et ces schémas, je me les suis renforcés à l'adolescence et je me les traîne à l'âge adulte. Et évidemment, ce sont des schémas qui sont inadaptés aujourd'hui. Et donc, pour démonter ça, pour changer mes comportements et vivre la vie que j'ai envie de vivre, je vais remonter dans mon enfance, traiter ça et constater la différence au présent. Et du coup, tout d'un coup, je me dis, ouais, après tout, je suis juste en train de discuter avec Audrey et tout va bien. C'est génial, ouais, parce que c'est quelque chose aussi dont on n'a pas parlé, mais l'EFT peut également servir des objectifs personnels ou professionnels qui sont difficilement atteignables pour certaines personnes parce que finalement liés encore une fois à des problématiques psycho-émotionnelles. Donc, en fait, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Jeffrey Young et qui a travaillé beaucoup au départ avec les thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire on se centre sur le comportement de la personne avec différentes techniques pour le changer. Et lui, comme il travaillait avec des personnes qui avaient
qui étaient borderline, il a constaté que les thérapies cognitivo-comportementales ne suffisaient pas pour aider ces gens-là. Et donc, il a développé un modèle intégratif, c'est-à-dire ouvert à la psychanalyse, à la Gestalt, à plein d'autres méthodes. Et ça s'appelle aujourd'hui la thérapie des schémas. Et donc, en fait, il explique très bien que les gens vont réagir de telle ou telle manière par rapport à différents schémas qui trouvent leur origine dans l'enfance. Et que ces schémas découlent d'événements ponctuels. Et que ces schémas, en plus, ils disent, ces schémas se battent pour survivre. C'est-à-dire que c'est très difficile à les changer. Eh bien, quand j'ai entendu ça pour la première fois, ces schémas se battent pour survivre, je me suis dit, mais c'est ça les inversions psychologiques de Callahan. Bon, et effectivement, c'est ça. Donc nous, on aborde, on calme cette espèce d'autodéfense du schéma, et ensuite, on va chercher les événements à l'origine de la naissance de ces schémas, on les décharge émotionnellement grâce à l'EFT, et la personne change. Et quand on fait ça en complément ou à la place de ce qu'on fait déjà, on s'aperçoit que notre vie, elle change. Super. Moi, il y a quelques années, je vous prenais l'exemple de la caméra, parce qu'il y a encore quelques années, j'aurais été tétanisé en train de faire ce qu'on est en train de faire. D'accord. Ouais. C'est vraiment ce qui m'a amené, en fait. C'est ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais ça marche. Ok, et oui, c'est vrai que maintenant, vous êtes super à l'aise. Vous êtes un très bel intervenant en caméra. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, vous l'avez compris, donc Jean-Michel a mis au point donc, un programme en ligne qui va beaucoup plus loin que les petites vidéos que vous pouvez trouver sur Internet en disant des phrases générales. Voilà, il y a vraiment toute cette approche intellectuelle et conceptuelle pour aller au fond du problème et faire les choses bien, comme on dirait, et maximiser les chances de vraiment aller jusqu'au bout de vos problématiques pour les libérer. Donc voilà, donc ça, cette formation s'adresse vraiment à tous ceux qui croient en leur capacité de pouvoir s'auto-soigner. Et si bien sûr vous vous sentez débordé et que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver seul, vous pouvez aussi toujours consulter un professionnel en EFT, hypnose, voilà, comme on va en parler tout au long de cette interview, il peut y avoir des approches complémentaires. Donc, pour rejoindre ce programme, je vous mets bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Donc, c'est tout simple. Je vais écrire une petite phrase avec cliquer ici. Vous avez juste à suivre le lien et vous allez découvrir le programme en détail. Donc, alors là, c'est vraiment un programme qui brosse large au niveau des problématiques. Donc, vous pouvez vraiment tout aborder. Et je vais vous mettre également un second lien qui, cette fois-ci, est plus spécifique. C'est pour les personnes qui cherchent à mincir durablement, mais qui n'y arrivent pas. Donc là, Jean-Michel a conçu une méditation qui vous est offerte en cadeau. Voilà, ce sera le deuxième lien que vous pouvez suivre et télécharger. C'est une méditation qui dure 13 minutes. Si tu veux nous en parler. Oui. Alors, cette méditation, en fait, c'est ce qu'on appelle une éco-méditation et qui va combiner la méditation avec les stimulations qu'on utilise en EFT. Et d'ailleurs, en cadeau, on va mettre aussi la fiche EFT, comme ça, c'est une fiche qui récapitule les points et qui pourra être aidante pour les personnes qui vont faire ça. Alors, cette méditation en cadeau, c'est juste un peu un avant-goût de ce qui vient dans le programme. C'est presque un peu la méditation pour les nuls, c'est-à-dire que mon ami Dawson Church, qui est un chercheur américain, qui est un grand promoteur aussi de l'EFT, de la psychologie énergétique, un auteur prolifique qui a écrit plusieurs best-sellers, notamment sur l'épigénétique, eh bien, il a, dans son parcours de recherche, identifié plusieurs choses à faire pour très rapidement se mettre dans un état de méditation. Quand on prend quelqu'un qui a une grande expérience de la méditation et qu'on met sur sa tête des électrodes pour observer ses fréquences cérébrales, on s'aperçoit d'un changement entre le moment où il est éveillé, les yeux ouverts, le moment où il ferme les yeux, et puis 5 minutes après où il est complètement en état de méditation. Et donc, si on regarde ça sur un écran d'ordinateur, on va avoir un schéma type de l'état dans lequel il est. Et l'idée, c'est d'arriver à reproduire ce même état sans forcément avoir besoin d'attendre 10 000 heures de méditation.
que les gens sont pressés. Et puis bon, et au début, c'est vrai que c'est pas facile de méditer. On s'assoit, on ferme les yeux, on se dit mais qu'est-ce que je fous là, mais à quoi ça sert? Toutes les pensées anxieuses, on a 60 à 70 000 pensées par jour, des pensées automatiques. 80-90% de ces pensées se répètent chaque jour. Donc c'est très difficile d'essayer de faire le vide mental. Eh bien, les méthodes que Dawson Church a compilées dans son éco-méditation, c'est celles qu'on va retrouver dans celle-là, puisqu'il m'a donné la permission de doubler cette méditation en français. Ensuite, dans le programme lui-même, on va retrouver un ensemble, un parcours de méditation, de 9 méditations, c'est-à-dire, d'abord, on va commencer par se fixer un objectif minceur. Ensuite, on va faire monter tous les problèmes. Ensuite, une fois que les problèmes seront remontés à la surface, on va les traiter en EFT. Donc là, il y a des vidéos qui vous expliquent. C'est assez court, assez rapide. C'est très centré sur la minceur. Et voilà. Et vous avez d'autres méditations qui viennent compléter tout ça pour vous projeter dans le futur, pour travailler plus sur les addictions, pour développer la confiance en soi. Bref, un ensemble packagé de méthodes qui se veulent le plus efficaces possible sans que vous ayez à passer beaucoup de temps. Voilà un peu très rapidement ce qu'on va retrouver dans ce programme. D'accord, super. Et donc, vous avez bien compris, le premier lien, c'est vraiment toutes les autres problématiques, bon, y compris la perte de poids, mais le second lien, c'est vraiment spécifique à la minceur. Alors, pourquoi avoir fait le choix de faire un programme spécifique minceur? Alors, historiquement, j'ai démarré un programme qui s'appelle Mental Slim. Donc, ça remonte à 2007 avec la société aujourd'hui.com qui est spécialisée là-dedans, qui héberge un certain nombre de programmes de personnes très connues. Et l'axe qu'on avait pris avec le programme Mental Slim, c'était de dire mincir, ça se passe autant dans la tête que dans l'assiette. Et donc, on était déjà à la base centré sur la gestion émotionnelle. Parce qu'en fait, il y a effectivement quelques kilos, 5-6 kilos par exemple, qui sont pris parce que mauvaises habitudes alimentaires, on ne fait pas attention, on grignote, on mange trop de plats préparés, etc. etc. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent tous ces régimes sur le bout des doigts. Même à la limite, ils vont dire, mais moi, depuis le temps que je teste tout, ça ne marche pas. Donc, ces personnes-là, c'est celles-là qu'on ciblait. Donc, ce n'est pas tout le public des gens qui veulent perdre du poids, mais on va dire plutôt des personnes qui ont des kilos émotionnels, c'est-à-dire des kilos qui sont en lien avec une bonne raison inconsciente, qui ont une fonction de protection, etc. Peu importe. Et donc, dès le départ, le cœur du programme Mental Slim, c'était effectivement la gestion des émotions, où on retrouve… Alors, c'est un programme qui est évidemment beaucoup plus long, qui s'étale sur, au total, 52 semaines. Hein. On peut le faire en 3 mois, en 6 mois ou carrément sur 1 an. Et l'idée, c'était dans ce petit pack, c'est de reprendre quelques méditations clés et d'assortir ça avec la pratique de l'EFT. D'accord. Pour une action plus rapide, sans avoir besoin de passer 52 semaines à perdre du poids. Oui, ceci dit, le Mental Slim, c'est très bien aussi. Et je veux dire que également, j'avais à l'époque rencontré les éditions Le Duc, qui en avaient fait un premier ouvrage sur mincir avec l'EFT, qui d'ailleurs a été réédité il y a quelques temps, et qui s'appelle Je mincir durablement avec l'EFT, et qui peut tout à fait compléter ce qu'on fait dans ce pack. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir télécharger les méditations directement sur son téléphone, et puis pouvoir les faire voilà, avec des oreillettes, c'est hyper facile. On est dans son lit et tout ça. Et c'est quelque chose qui séduit beaucoup les personnes, parce qu'en fait, alors, on ne peut pas dire c'est sans effort, parce qu'il y a quand même un effort qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est celui de prendre le temps pour pouvoir faire une méditation. Et même si on est allongé, même si on est assis confortablement les yeux fermés, néanmoins, il faut arriver à prendre ce temps-là. Et il faut être aussi régulier. Parce que globalement, on va diriger sa pensée sur l'objectif qu'on veut atteindre.
Et je reviens un peu sur les notions qu'on a déjà abordées. C'est que aujourd'hui, les psychologues, grâce à leurs recherches, nous ont montré que 95% de notre temps par jour, il est dirigé, contrôlé par notre inconscient. Et seulement 5% du temps, on est en état conscient. Donc, 5% du temps, je dis, OK, ben là, moi, j'ai décidé de mincir. Donc, je vais faire tout ce qu'il faut. Je prends une bonne résolution et je me dis, allez, j'y vais. Mais qu'est-ce qui se passe quand mon esprit est occupé à conduire, à travailler sur ordinateur, à faire tout ça? C'est que c'est l'inconscient qui prend le relais par défaut. Et donc, dans mon inconscient, si les croyances, c'est il faut que je garde du poids parce que ça me protège, parce qu'il faut que je sois fort, parce qu'il faut que ci, que ça, etc., eh bien, je vais avoir 5% d'un côté, 95% de l'autre. Qui est-ce qui va gagner? C'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un travail qui va se faire en profondeur, dans l'inconscient. Et comme dit Bruce Lipton, que j'aime beaucoup, il y a 3 manières de changer des comportements. Le premier, c'est l'hypnose. Pourquoi? Parce qu'on apprend dans cet état d'hypnose. Les fréquences cérébrales, quand on est en bas âge, jusqu'à 6 ans, correspondent à celles aux fréquences cérébrales qu'on observe quand on est dans cet état d'hypnose. Donc, les méditations ou l'auto-hypnose, c'est un peu la même chose. Donc, on se remet dans cet état de calme, on modifie son profil d'onde cérébrale, et là, on a des bonnes suggestions qui viennent nous accompagner à faire ce travail qui va nous faire des modifications dans l'inconscient. La deuxième méthode, c'est la répétition. Et c'est pour ça que c'est important, quand on s'engage dans ce genre de programme, de ne pas simplement faire une méditation au pied levé, tout en fumant une cigarette d'or ou en faisant autre chose. C'est vraiment un vrai travail. Et il faut le répéter, parce que la répétition, ça paye. C'est la mère de toutes les aptitudes. Exactement. Et la troisième condition, selon Lipton, c'est ce qu'il appelle le super learning, le super apprentissage, qui est la psychologie énergétique. Donc, c'est utiliser une méthode de psy énergétique. Là, dans ce programme, c'est l'EFT, pour aller déprogrammer les souvenirs difficiles qui sont toujours pas résolus, qui sont toujours pas traités et qui ont pour conséquence que je vais trop manger ou mal manger ou même en faisant attention à ce que je mange, ne pas maigrir. Et ça, c'est encore le pire. Les gens qui font des efforts, qui s'affament, qui ne perdent pas 1 kilo. À l'évidence, eux, ils ont des inversions psychologiques et ils auront tout à fait intérêt à les lever le plus vite possible. Et donc, c'est ce qu'on explique aussi en partie dans la méthode spécifique centrée sur le surpoids. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour ton temps, pour ces programmes, pour tout ce que tu fais pour aider les personnes à aller mieux. Parce que c'est vrai que quand on a des programmes handicapants, on refait tout, que ce soit les insomnies, le surpoids, les addictions, les phobies. Concrètement, la vie devient un enfer, quoi. Au jour le jour, c'est voilà. Donc, merci d'avoir contribué à mettre à disposition des personnes des solutions pour enfin vivre libre et serein. Parce que finalement, il y a rien de plus important que de pouvoir gérer sa vie et de profiter de sa vie. Voilà, vraiment. Profiter avec un grand P. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Donc, je vous invite encore une fois à cliquer sur les liens qui sont dans la description de la vidéo et bien évidemment de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou plus spécifiquement à des personnes de votre entourage que vous savez que ces conseils pourront aider. Et puis, bien sûr, de mettre un pouce bleu si le contenu vous a plu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Merci Audrey, merci à toutes et à tous. Et puis, bon courage, gardez espoir, parce que j'espère au moins qu'avec cette notion là, de ce qui peut se passer dans votre inconscient et qu'il y a des moyens pour changer ça, ça vous donnera de l'espoir.